Il est 15h30, ce dimanche 14 avril 2019, quand sœur Marie-Claire active la caméra de son ordinateur portable dans le bureau de la paroisse Sainte-Bernadette de Nantes. L'odeur d'encens des messes précédentes flotte encore dans l'air confiné. Ses mains ridées ajustent nerveusement l'objectif pour la retransmission en direct de la messe de Lourdes. Depuis la pandémie qui menace, ces célébrations virtuelles rassemblent chaque dimanche près de 3000 fidèles connectés. Personne n'imagine que cette messe ordinaire va réveiller un mystère vieux de 18 ans. Devant son écran, Isabelle Moreau prépare son déjeuner dominical, l'ordinateur posé sur le plan de travail de sa cuisine toulousaine. Cette mère de 51 ans ne rate jamais les retransmissions de Lourdes depuis la disparition de son fils Lucas. Le pèlerinage était leur rituel annuel, leur moment privilégié de prière commune. Aujourd'hui, elle y participe virtuellement, espérant retrouver cette paix que seule la grotte de Massabielle lui procurait. L'écran affiche les premières images de la basilique bondée. Si ton enfant disparaissait lors d'un pèlerinage, est-ce que tu continuerais à croire? N'oublie pas de t'abonner à Chroniques Disparues et d'activer la cloche, parce que ce qui va suivre défie toute logique rationnelle. Cette histoire mélange foi, technologie moderne et mystère inexpliqué d'une façon qui va te donner des frissons. Isabelle Moreau ne sait pas encore qu'elle va revoir son fils pour la première fois depuis 18 ans. Le 23 mai 2001, Lucas Moreau, 14 ans, participait à son premier pèlerinage autonome avec le groupe paroissial de Toulouse. Cheveux blonds, yeux bleus, sourire éclatant, il rayonnait de cette innocence propre aux adolescents découvrant leur foi. Sa mère l'avait laissé partir avec confiance, fière de voir son fils s'épanouir spirituellement. « Prends soin de toi, mon chéri », lui avait-elle dit en l'embrassant sur le quai de la gare. Ce baiser sera leur dernier contact physique. Lucas avait disparu le 3e jour du pèlerinage, entre la messe de 15h et les vêpres de 18h. Aucun témoin ne l'avait vu quitter le groupe. Aucune caméra ne l'avait filmé sortant du sanctuaire. Les responsables du pèlerinage avaient alerté la gendarmerie vers 19h30, après avoir fouillé en vain tous les lieux de prière. L'adolescent s'était évaporé dans la foule des pèlerins, comme aspiré par l'invisible. Les recherches mobiliseront 200 gendarmes pendant une semaine entière. Le dossier de disparition de Lucas reste ouvert au commissariat de Lourdes. Malgré 18 années d'enquête, aucune piste sérieuse n'a abouti. Fugue mystique, enlèvement, accident dans les Pyrénées proches, toutes les hypothèses ont été explorées sans succès. Le signalement de Lucas, 1m65, 52 kg, blouson bleu marine, jean délavé, a circulé dans toute l'Europe. Des milliers de témoignages ont afflué, tous se révélant être des erreurs d'identification. L'espoir s'amenuisait année après année. Isabelle Moreau n'a jamais quitté Toulouse, au cas où Lucas reviendrait. Sa chambre est restée intacte. Posters de football, livres d'école, vêtements soigneusement pliés dans l'armoire. Chaque dimanche, elle allume un cierge à la cathédrale Saint-Étienne, en priant pour le retour de son fils. Cette routine spirituelle l'aide à supporter l'insupportable absence. Elle refuse de prononcer le mot deuil, préférant parler d'attente active. À 15h47, la caméra de Lourdes balaie lentement la foule des pèlerins rassemblés devant la grotte. Les visages défilent sur l'écran d'Isabelle. Familles en prière, malades en fauteuil roulant, jeunes en groupe paroissial. Soudain, son cœur s'arrête. Dans la 3e rangée, derrière un pilier de marbre blanc, un jeune homme lève les yeux vers le ciel. Cheveux blonds, très fins, cette expression de recueillement qu'elle connaît si bien. Ce visage, elle l'a caressé des milliers de fois en rêve. Ce jeune homme ressemble trait pour trait à Lucas, mais avec 18 ans de plus. Les mêmes yeux bleus perçants, le même sourire en coin qu'il avait enfant. Isabelle se lève brutalement, renverse sa tasse de café sur le carrelage. Ses jambes tremblent, sa respiration s'accélère. Elle se rapproche de l'écran, scrute chaque détail du visage. « Lucas, Lucas, c'est toi ?» murmure-t-elle dans le silence de sa cuisine. Mais déjà, la caméra pivote vers l'autel, et l'image disparaît. Dans les heures qui suivent la retransmission, les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag « Lucas Lourdes » apparaît spontanément sur Twitter alimenté par des dizaines de témoignages convergents. « J'ai vu le même visage que vous », écrit Marie-Françoise depuis Bordeaux. Ce garçon ressemblait exactement à la photo de Lucas enfant, confirme Philippe de Lyon. L'odeur de mystère numérique se répand sur la toile plus vite que l'encens dans une cathédrale. Une communauté de témoins virtuels se forme instantanément.
Sœur Marie-Claire reçoit plus de 300 messages privés dans la soirée du 14 avril. Son téléphone portable n'arrête pas de vibrer contre sa robe de bure. Des fidèles du monde entier lui demandent de rembobiner l'enregistrement, de zoomer sur le visage entrevu, de fournir des images plus nettes. C'est un miracle, écrivent certains. C'est une hallucination collective, répondent les sceptiques. La religieuse, troublée, ne sait plus quoi penser de cette déferlante de témoignages. Isabelle Moreau contacte immédiatement le commissariat de Lourdes. Le commandant Durand, qui avait dirigé les recherches en 2001, a pris sa retraite depuis 5 ans. Son successeur, le capitaine Morvan, écoute poliment le récit d'Isabelle, mais reste prudent. « Madame, nous recevons chaque année des dizaines de signalements concernant votre fils. La ressemblance peut être troublante, mais sa voix se veut rassurante, mais le ton trahit un scepticisme poli. Pour lui, cette histoire n'est qu'un nouveau mirage de l'espoir maternel. L'enregistrement de la messe est disséqué par une armée d'internautes amateurs. Des captures d'écran circulent, agrandies, retouchées, analysées sous tous les angles. Un informaticien de Grenoble isole une séquence de 12 secondes où le visage est visible en gros plan. La définition reste floue, pixelisée, mais troublante. Les proportions faciales correspondent, affirme-t-il dans un post Facebook viral. Même structure osseuse, même implantation des cheveux. Le père Antoine Mercier, recteur du sanctuaire de Lourdes, se trouve pris dans une polémique qu'il n'avait pas anticipée. Homme de foi mais aussi de raison, il tente de calmer les esprits échauffés. Lourdes est un lieu de miracle, mais nous devons rester vigilants face aux interprétations hâtives. Sa déclaration officielle, publiée sur le site du sanctuaire, appelle à la prudence tout en reconnaissant que Dieu agit parfois de façon mystérieuse. L'Église marche sur un fil entre foi et bon sens. Les journalistes s'emparent de l'affaire. France 3 Occitanie diffuse un reportage de 3 minutes le mardi 16 avril. Le présentateur, Bernard Sallet, adopte un ton neutre mais l'angle choisi privilégie le sensationnel. Mystère à Lourdes, un disparu réapparu après 18 ans. Le téléphone d'Isabelle sonne sans arrêt. Des caméras campent devant sa maison toulousaine. Cette exposition médiatique ravive sa douleur autant qu'elle nourrit ses espoirs. Les experts en reconnaissance faciale sont sollicités par les médias. Le professeur Lecomte de l'université Pierre et Marie Curie accepte d'analyser les images. Dans son laboratoire parisien, entouré d'écrans et de serveurs informatiques, il applique des algorithmes de comparaison morphologique. Les logiciels détectent 73% de similitudes entre l'enfant de 2001 et l'homme de 2019, révèle-t-il. Cette précision scientifique relance la polémique. 73%? Est-ce suffisant pour affirmer qu'il s'agit de la même personne? Mais l'analyse technique révèle aussi des incohérences troublantes. L'homme aperçu sur la vidéo porte des vêtements modernes. Jeans slim, baskets Nike récentes, montre connectée au poignet. Pour un disparu de 2001, ces détails vestimentaires posent une question. Soit Lucas a vécu normalement pendant 18 ans, soit nous faisons fausse route, conclut le professeur Lecomte. Cette remarque jette un froid sur l'enthousiasme des témoins. La famille élargie de Lucas se divise. Sa tante Régine, sœur d'Isabelle, refuse catégoriquement de croire à cette résurrection télévisée. Ma sœur se fait du mal avec ses chimères. Lucas est mort, il faut l'accepter. Ses cousins, plus jeunes, naviguent entre scepticisme et fascination. Cette fracture familiale ajoute de la souffrance à un mystère déjà douloureux. L'espoir peut-il devenir destructeur quand il se nourrit d'illusions? Ce que personne ne sait encore, c'est qu'un homme regardait aussi cette messe depuis son appartement de Barcelone. Un homme de 32 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui avait sursauté en voyant son propre visage défiler sur l'écran. Cet homme connaît des détails sur la disparition de Lucas que seules 3 personnes au monde sont censées connaître. Et il vient de décider qu'il était temps de rompre 18 années de silence. Les données techniques de la retransmission révèlent des détails que les témoins n'avaient pas remarqués. La caméra utilisée ce 14 avril était un modèle professionnel Sony, capable de filmer en 4K, mais l'encodage pour Internet avait considérablement réduit la qualité. L'odeur de poussière électronique monte des serveurs informatiques du sanctuaire quand les techniciens extraient les fichiers originaux. Ces images haute définition vont permettre une analyse bien plus précise du visage entrevu dans la foule des pèlerins. Le zoom sur les 12 secondes cruciales révèle des détails invisibles à l'œil nu. L'homme porte effectivement une montre connectée, modèle Apple Watch Series 4 commercialisé en septembre 2018.
Une cicatrice fine barre son sourcil gauche, détail absent des photos d'enfance de Lucas, mais qui pourrait s'expliquer par un accident ultérieur. Sa posture, légèrement voûtée vers l'avant, correspond exactement à celle que Lucas adoptait enfant lors des messes. Ces micro-détails troublent même les sceptiques les plus convaincus. Le capitaine Morvan décide finalement de rouvrir officieusement l'enquête. Dans son bureau au mur tapissé de dossiers non résolus, il ressort le volumineux dossier Lucas Moreau. 847 pages de témoignages, d'analyses, de fausses pistes. La photo d'école de l'adolescent, scotchée en première page, semble le narguer depuis 18 ans. Et si cette fois était la bonne, se dit-il en contemplant cette image devenue iconique. Les nouvelles technologies permettent peut-être enfin de percer ce mystère. L'analyse comparative des visages est confiée au laboratoire de police scientifique de Lyon. Les experts utilisent la technologie de vieillissement artificiel pour projeter le visage de Lucas à 32 ans. Le résultat, obtenu après 48 heures de calculs informatiques, sidère l'équipe. La correspondance avec l'homme de la vidéo atteint 89%. Cette précision scientifique dépasse largement les standards habituels de reconnaissance. Soit c'est Lucas, soit c'est son jumeau, plaisante l'expert. Mais son sourire se fige devant l'implication de ses propres conclusions. La géolocalisation des témoins révèle une géographie troublante. Les 47 personnes qui affirment avoir reconnu Lucas regardaient la messe depuis 12 pays différents. France, Belgique, Suisse, Canada, Brésil, Sénégal. Cette dispersion géographique rend impossible une manipulation collective ou un canular organisé. Comment expliquer que des gens qui ne se connaissent pas, séparés par des continents, aient eu la même hallucination au même instant? Cette synchronisation défie les lois de la psychologie des foules. Les registres d'entrée du sanctuaire de Lourdes sont épluchés minute par minute. Le 14 avril 2019, 8347 personnes ont franchi les grilles du domaine. Aucun Lucas Moreau n'apparaît dans les listes, mais 3200 visiteurs n'ont pas décliné leur identité. Parmi eux, plusieurs hommes de la trentaine correspondent au signalement. Les caméras de surveillance du sanctuaire ont enregistré 43 heures de vidéo ce jour-là. Une équipe de 6 gendarmes se relaye pour visionner ces images, cherchant le visage entrevu pendant 12 secondes. Le témoignage le plus troublant provient de sœur Marie-Thérèse, religieuse de 78 ans qui connaissait personnellement Lucas enfant. En 2001, elle dirigeait les pèlerinages jeunes de Toulouse et avait accompagné le groupe Fatal. « Je n'oublie jamais un visage, surtout celui d'un enfant que j'ai vu grandir », affirme-t-elle d'une voix tremblante. C'était bien Lucas sur cette vidéo. Plus âgé bien sûr, mais c'était lui. J'en mettrai ma main au feu. Sa certitude bouleverse les enquêteurs habitués aux témoignages hésitants. L'expertise graphologique est sollicitée pour analyser un détail passé inaperçu. L'homme de la vidéo tient un carnet de prières ouvert. On distingue une écriture manuscrite sur la page visible. Quelques mots à peine lisibles mais suffisants pour une comparaison. Les cahiers d'école de Lucas, conservés par sa mère, fournissent des échantillons d'écriture. Le graphologue parisien Maître Bourgeois rend son expertise après une semaine d'analyse. L'écriture présente des similitudes troublantes, mais 18 ans d'écart peuvent modifier significativement une graphie. L'enquête révèle aussi des zones d'ombre dans le dossier original. En 2001, plusieurs témoins avaient mentionné avoir vu Lucas parler avec un homme en soutane près de la basilique souterraine. Ces témoignages, jugés peu crédibles à l'époque, n'avaient pas été approfondis. Aujourd'hui, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas négligé une piste cruciale. Qui était cet homme? Pourquoi les recherches de 2001 ne l'ont-elles jamais identifié? Cette négligence investigatrice pourrait-elle expliquer 18 années d'errance? Mais c'est un appel téléphonique anonyme, reçu le 3 mai 2019 au commissariat de Lourdes, qui va faire basculer définitivement cette enquête. Une voix d'homme avec un léger accent espagnol déclare simplement « Je sais ce qui est arrivé à Lucas Moreau. Et je sais où il se trouve aujourd'hui. Mais pour le retrouver, vous devez d'abord comprendre pourquoi il a disparu. » La communication s'interrompt avant que les enquêteurs puissent poser la moindre question. Cette révélation partielle relance tous les espoirs. L'appel anonyme du 3 mai provient d'une cabine téléphonique de Barcelone, quartier du Barrio Gótico. Les enquêteurs français contactent leurs homologues de la Guardia Civile pour localiser précisément cette cabine. Carrer del Bisbe, face à la cathédrale gothique. L'ironie du lieu n'échappe à personne. Un mystère né à Lourdes trouve un écho dans un autre lieu sacré. L'odeur d'encens et de cierge qui imprègne les rues barcelonaises
évoque étrangement l'atmosphère de la grotte de Massabielle. L'analyse de la voix révèle des caractéristiques troublantes. L'homme parle français avec un accent espagnol léger, mais maîtrise parfaitement des expressions toulousaines spécifiques. Faire caguer, pichoun. Ces régionalismes ne s'apprennent pas dans les manuels de langue. Soit l'appelant est originaire du sud-ouest français, soit il a vécu longtemps dans cette région. Le profil correspond exactement à celui de Lucas, toulousain de naissance, possiblement émigré en Espagne. Cette coïncidence relance toutes les hypothèses. Le commissariat de Lourdes reçoit un second appel le 15 mai, toujours de Barcelone mais d'une cabine différente. Cette fois, l'homme donne des détails que seules 4 personnes connaissaient. Lucas portait un sous-vêtement Spider-Man le jour de sa disparition. Il avait une pièce de 2 francs dans sa poche droite, souvenir de son grand-père. Sa mère lui avait donné un chapelet en nacre pour le voyage. Ces informations confidentielles, absentes du dossier public, figent les enquêteurs. Seul Lucas, sa mère, l'enquêteur de 2001 et le ravisseur pouvaient les connaître. Isabelle Moreau confirme ces détails avec une précision douloureuse. Oui, il adorait ses sous-vêtements Spider-Man. Je les achetais par lot de 3. La pièce de 2 francs, c'était son porte-bonheur depuis la mort de papy. Le chapelet, je l'avais béni spécialement pour ce pèlerinage. Ses larmes coulent silencieusement sur ses joues. Ses souvenirs intimes, qu'elle n'avait jamais partagés avec les journalistes, ressurgissent avec une violence inattendue. Cet homme connaît forcément mon fils, souffle-t-elle. L'enquête se déplace discrètement en Catalogne. 2 gendarmes français, en coopération avec la police locale, explorent les quartiers de Barcelone où pourraient de vivre des Français expatriés. Le barrio de Gracia, avec ses rues pavées et ses cafés bohèmes, abrite une communauté francophone importante. L'odeur de café torréfié et de pastisserie catalane accompagne leur démarche. Mais retrouver un homme de 32 ans dans une métropole de 1,6 million d'habitants relève de l'impossible sans indice supplémentaire. Les caméras de surveillance de Barcelone sont sollicitées. La police catalane accepte de vérifier les enregistrements des 15 derniers jours autour des 2 cabines téléphoniques utilisées. Un travail titanesque commence. 840 heures de vidéo à analyser pour identifier un visage aperçu 12 secondes à Lourdes. Les enquêteurs espagnols mobilisent leur logiciel de reconnaissance faciale le plus performant, développé pour lutter contre le terrorisme. La technologie antiterroriste au service d'une affaire de disparition, les temps ont changé. Le 23 mai 2019, exactement 18 ans après la disparition, une caméra de la Plaça Sant Jaume capture un visage familier. Un homme blond, trentenaire, achète un journal français à un kiosque. Il porte un jean et une chemise claire. Ses traits correspondent parfaitement au vieillissement artificiel de Lucas. La qualité de l'image permet une analyse fine. Même grain de beauté sur la joue droite, même façon de pencher la tête. L'identification atteint 94% de probabilité. Cette découverte électrise les enquêteurs des 2 pays. La filature commence immédiatement. L'homme, qui se fait appeler Luc Morales selon ses papiers espagnols, vit dans un studio du quartier de Poble Sec. Il travaille comme traducteur freelance français-espagnol, mène une vie discrète et solitaire. Ses voisins le décrivent comme poli mais distant, parlant peu de son passé. Il n'a jamais mentionné la France, affirme Carmen, sa voisine de palier. Cette nouvelle identité semble parfaitement construite. Trop parfaite peut-être. L'appartement de Luc Morales est placé sous surveillance discrète. Les enquêteurs découvrent ses habitudes. Courses le matin au marché de Sant-Antoni, promenade quotidienne au parc de Montjuïc, messe dominicale à la basilique Santa Maria del Pi. Cette piété régulière intrigue. Lucas était effectivement très croyant l'enfant. Coïncidence ou permanence de la personnalité? Les psychiatres consultés penchent pour la seconde hypothèse. La foi profonde résiste généralement au traumatisme. Mais Luc Morales semble avoir anticipé cette surveillance. Le 28 mai, son studio est retrouvé vide. Parti sans laisser d'adresse, sans résilier ses abonnements, comme s'il s'était évaporé dans la nuit. Sur sa table de travail, un seul indice. Une image pieuse de Notre-Dame de Lourdes, au dos de laquelle quelqu'un a écrit au stylo bleu « La vérité libère », mais elle fait aussi souffrir. Certains secrets doivent-ils rester enterrés? Cette interrogation mystique résonne comme un aveu autant qu'une énigme. Le 15 juin 2019, soit 1 mois après la fuite de Barcelone, Isabelle Moreau reçoit une lettre postée de Madrid. Aucun expéditeur n'est mentionné,
Mais l'écriture sur l'enveloppe lui serre immédiatement le cœur. C'est celle de Lucas, vieilli, mais reconnaissable. Ses mains tremblent en décachetant cette missive venue d'outre-tombe. L'odeur du papier, légèrement parfumé à la lavande, évoque les lettres que son fils lui envoyait des colonies de vacances. Cette lettre va bouleverser 18 années de questionnements douloureux. « Maman chérie », commence la lettre, « je sais que tu me cherches depuis si longtemps. Je sais que tu as mal, que papa aussi a mal. Mais je ne pouvais pas revenir, pas encore. Ce qui m'est arrivé à Lourdes en 2001, c'est trop compliqué à expliquer. J'ai été protégé par quelqu'un qui m'a sauvé d'un danger que tu ne peux pas imaginer. Je vis bien, je vais bien, mais je ne peux pas rentrer. Pas maintenant. » L'écriture, quoique mature, conserve cette pente vers la droite caractéristique de Lucas enfant. La lettre révèle des détails que seul Lucas pouvait connaître. Te souviens-tu de notre code secret quand j'étais petit ? 3 petits coups sur ta porte quand j'avais fait un cauchemar ? Tu me disais toujours « Les anges veillent sur toi, Pichoun ». Eh bien, ils veillent encore. Un ange m'a pris sous sa protection en mai 2001. Et depuis, je ne peux plus rentrer à la maison. Mais je pense à toi tous les jours, maman. Je t'aime plus que tout au monde. Ces souvenirs intimes, jamais partagés, authentifient le courrier mieux qu'une signature. L'expertise graphologique confirme. L'écriture correspond à 87% à celle de Lucas enfant, évoluée naturellement sur 18 ans. Aucun faussaire ne pourrait reproduire ces micro-variations personnelles, assure Maître Bourgeois. Cette lettre a été écrite par Lucas Moreau, j'en suis certain. Cette authentication scientifique ébranle même les plus sceptiques. Lucas est bien vivant, quelque part en Espagne, mais refuse de rentrer chez lui. Pourquoi cette auto-interdiction ? La mention d'un « ange protecteur » intrigue les enquêteurs. Dans le vocabulaire catholique, ce terme désigne souvent un prêtre bienveillant. Cette interprétation recroise les témoignages de 2001 mentionnant Lucas en conversation avec un homme en soutane. L'hypothèse d'une protection religieuse, peut être justifiée par un danger réel, prend consistance. Mais quel danger pouvait menacer un adolescent de 14 ans lors d'un pèlerinage ? Cette question hante désormais l'enquête. Le 3 juillet, un prêtre à la retraite de 73 ans se présente spontanément au commissariat de Lourdes. Le père Germain Roussel, ancien aumônier des pèlerinages, avoue avoir des choses importantes à révéler sur l'affaire Lucas Moreau. Cet homme au visage creusé par l'âge et la maladie tremble en s'asseyant face aux enquêteurs. « J'ai gardé ce secret trop longtemps », souffle-t-il. « Ma conscience ne me laisse plus de repos. Il faut que vous sachiez ce qui s'est vraiment passé en mai 2001. » Le père Roussel révèle qu'il avait effectivement rencontré Lucas le jour de sa disparition. Le garçon était venu me trouver dans la sacristie. Il semblait terrorisé. Il m'a dit qu'un homme l'avait abordé près des piscines, lui avait proposé de l'argent pour des choses terribles. Lucas était pur, innocent. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'on lui demandait. Mais il avait peur. Cette révélation glace le sang des enquêteurs. Un réseau pédophile opérait-il à Lourdes en 2001 ? J'ai paniqué, poursuit le prêtre. J'ai eu peur que cet homme revienne, qu'il s'en prenne à d'autres enfants du pèlerinage. J'ai caché Lucas dans les sous-sols du sanctuaire, le temps que le groupe toulousain reparte. Mon idée était de le confier à la gendarmerie le lendemain, mais Lucas m'a supplié de ne pas le ramener chez lui. Il avait honte. Il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal. Cette logique enfantine, mélange d'innocence et de culpabilité mal placée, explique partiellement la fuite. Le récit du père Roussel se poursuit. J'ai contacté mon frère qui vivait en Espagne. Il a accepté de s'occuper de Lucas temporairement. Nous pensions que quelques mois suffiraient, le temps que l'affaire se tasse. Mais Lucas refusait obstinément de rentrer. Il avait développé une phobie du retour, une angoisse inexpliquée. Mon frère l'a élevé comme son propre fils. Ils ont créé une fausse identité. Lucas est devenu Luc Morales. Cette explication éclaire 18 années de mystère, mais soulève d'autres questions. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Demandent les enquêteurs. Le père Roussel baisse la tête. J'avais peur d'être accusé d'enlèvement. Et puis, Lucas semblait heureux en Espagne. Mon frère est décédé l'an dernier. C'est à ce moment que Lucas a voulu reprendre contact avec sa mère. Mais il n'ose toujours pas rentrer. Il a peur de vos questions, de la justice, de la honte. Cette confession partielle explique beaucoup, mais laisse l'affaire dans un entre-deux juridique complexe. Reste une question cruciale. Qui était l'homme qui avait abordé Lucas près des piscines en 2001 ?
Le père Roussel ne l'a jamais vu, Lucas étant trop choqué pour le décrire précisément. Cette zone d'ombre empoisonne encore l'enquête. Un prédateur a-t-il échappé aux recherches de 2001 ? D'autres enfants ont-ils été victimes de cet individu ? Ces questions hanteront les enquêteurs tant que ce mystérieux agresseur ne sera pas identifié et jugé. Aujourd'hui, Lucas Moro Morales vit toujours quelque part en Espagne, sous sa fausse identité soigneusement construite. Il correspond régulièrement avec sa mère par lettres anonymes, mais refuse obstinément tout contact direct. Cette relation épistolaire fantôme apaise partiellement la douleur d'Isabelle, tout en entretenant une frustration permanente. Savoir son fils vivant sans pouvoir l'étreindre. Cette torture moderne dépasse l'entendement de ceux qui n'ont jamais vécu pareil déchirement. L'amour maternel se nourrit de présence physique, pas seulement de mots sur papier. Le sanctuaire de Lourdes a discrètement renforcé ses mesures de sécurité depuis ses révélations. Des psychologues spécialisés accompagnent désormais les pèlerinages de jeunes, formés à détecter les signes de prédation. L'innocence des lieux saints n'excuse plus la naïveté face aux dangers réels. Cette évolution nécessaire ternit pourtant la magie spirituelle du lieu. Comment prier sereinement quand la peur rôde dans l'ombre des basiliques ? Le mal moderne contamine même les espaces les plus sacrés. L'enquête sur le prédateur de 2001 reste ouverte, mais piétine faute d'éléments nouveaux. Le signalement fourni par Lucas Enfant, homme d'âge moyen, cheveux bruns, accent du Midi, correspond à des milliers de pèlerins. Sans témoin direct ni preuve matérielle, cette recherche ressemble à celle d'une aiguille dans une botte de foin vieille de 20 ans. D'autres victimes ont-elles subi les assauts de cet homme ? Le silence de ces années écoulées laisse craindre le pire. Isabelle Moreau a créé une association d'aide aux familles de disparus par protection spirituelle. Ces cas particuliers, où la disparition résulte d'une fuite pour échapper à un danger, nécessitent un accompagnement spécifique. Il faut accepter que l'amour parfois impose la séparation, explique-t-elle aux autres parents. Cette philosophie douloureuse l'aide à survivre, mais ne comble pas le vide physique laissé par l'absence de son fils. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. Le père Roussel a été suspendu à Divinis par l'évêché de Tarbes et Lourdes. Malgré ses bonnes intentions, sa dissimulation de 18 ans constitue une faute grave selon le droit canonique. Cet homme de 73 ans finit sa vie dans l'opprobre, rongé par le remords d'avoir voulu bien faire. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Cet adage trouve ici une illustration tragique. Sa santé décline rapidement depuis ses aveux, comme si le poids du secret entretenait artificiellement ses forces. Les témoins de la messe Zoom du 14 avril 2019 restent convaincus d'avoir assisté à un miracle moderne. Pour eux, la technologie a permis à Dieu de révéler la vérité cachée. Cette interprétation mystique de l'événement divise les croyants entre rationalisme et foi aveugle. Comment expliquer que 47 personnes dispersées dans le monde aient simultanément reconnu un visage entrevu 12 secondes ? La science balbutie face à cette synchronisation inexpliquée. Certains mystères échappent aux algorithmes les plus sophistiqués. L'affaire a inspiré des dizaines de théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Certains y voient la preuve d'expériences secrètes sur le voyage temporel, d'autres dénoncent une manipulation vaticane. Ces délires numériques parasitent la véritable histoire, transformant un drame humain en feuilleton fantastique. La douleur réelle d'une mère devient prétexte à élucubration complotiste. Internet amplifie autant les vérités que les mensonges, sans distinction qualitative. Lucas lui-même semble avoir trouvé une paix relative dans son exil volontaire. Ses lettres évoquent un travail épanouissant, des amis bienveillants, une spiritualité apaisée. « Je ne regrette pas cette vie que j'ai construite », écrit-il à sa mère. « Mais il ne se passe pas un jour sans que je pense à notre maison, à ta cuisine qui sentait la lavande, aux dimanches en famille. » Cette nostalgie permanente colore sa nouvelle existence d'une mélancolie indélébile. Qu'adviendrait-il si Lucas décidait finalement de rentrer en France ? Les poursuites judiciaires pour usage de fausse identité sembleraient dérisoires face à l'émotion des retrouvailles. Mais le temps écoulé a creusé un fossé peut-être infranchissable entre le garçon de 14 ans et l'homme de 32 ans qu'il est devenu. Peut-on vraiment revenir après 20 ans d'absence ? L'amour maternel suffira-t-il à combler 2 décennies de vie séparée ? Ces questions hanteront Isabelle jusqu'à ses derniers jours. Et toi, que penses-tu de cette histoire ? Crois-tu que Lucas ait eu raison de fuir pour se protéger, ou aurait-il dû faire confiance à la justice ?
As-tu déjà vécu une coïncidence technologique troublante comme cette reconnaissance sur Zoom? Dis-nous dans les commentaires si tu penses que certains secrets familiaux doivent parfois rester enfouis. N'oublie pas de t'abonner à Chroniques Disparues, d'activer les notifications et de partager cette vidéo pour que l'histoire de Lucas continue de témoigner des mystères de notre époque. Car parfois, la vérité dérange plus que le mensonge, et la protection peut ressembler à une disparition.